Bonjour. Je suis désolé pour ceux qui n'arrivent pas tout à fait à l'heure que cet amphi qu'on m'a donné pour cette année soit un petit peu juste. C'est très flatteur pour moi, mais c'est pas très confortable pour le public. C'est parce que l'amphi où j'ai toujours donné cours, l'amphi Alvax, est en travaux une partie du temps. Donc je ne sais pas si je vais rester dans cet amphi toute l'année ou seulement une partie de l'année. Ça doit figurer sur le site, je ne sais pas. Voilà. Alors, je reprends là où on en était la dernière fois, par une sorte de... Après avoir esquissé l'état du problème concernant la survie des littératures narratives dans les langues d'Asie centrale, j'ai enchaîné sur un préambule partant du fait que l'une des langues littéraires de l'Asie centrale, eh bien, ça a été le grec. Depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à la fin de la domination grecque, et même en fait encore au-delà. Voilà, j'avais montré la dernière fois. Donc j'ai été amené du coup à revenir sur certains objets qui ont été commentés ici au cours il y a 3 ans, il y a 2 ans, mais en fait les questions n'arrêtent pas d'évoluer et le matériel n'arrête pas non plus d'augmenter. Donc c'est bon de faire un point. J'avais la dernière fois parlé des quelques exemples épigraphiques qu'on a de création littéraire avec des réminiscences homériques à l'époque de la domination grecque en Bactriane, notamment des épigrammes, des épitaphes funéraires. Et j'avais commencé à reprendre brièvement la question d'objets portant des sujets littéraires grecs qui sont beaucoup plus tardifs. C'est ce qu'on appelle les bols bactriens, dont la série commence, disons, au IVe siècle de notre ère et s'échelonne jusqu'au VIe, peut-être au VIIe siècle. J'avais montré quelques exemples de sujets proprement homériques, tirés de l'Iliade ou l'Odyssée, ou péri-homériques, sur des aventures de héros d'Homère. Et un autre répertoire qui a été depuis longtemps reconnu sur ces objets, mais mal identifié en ce qui concerne les sujets, c'est le théâtre. Alors, bon, bien, vous rappelez que j'avais commenté l'exemple le plus spectaculaire, c'est ce bol d'argent dit de Koustanaï, le site où il a été retrouvé au Kazakhstan. Il est actuellement à l'Ermitage. Bon, Ankadan et moi, on le date, disons, 5e siècle, voilà, autour. Oui, de fin 4e ou 5e siècle, parce qu'on a un indice précis avec ce type de déesse indienne qui figure sur des monnaies de cette époque, deuxième moitié 4e ou 5e siècle. Et c'est l'illustration tout à fait spectaculaire de la pièce de Sophocle, Oedipe roi. Pratiquement tout vient ici vient de Sophocle, et on va être amené à y revenir parce qu'il se pose évidemment la question de savoir comment est-ce que les artistes ont pu accéder à ce répertoire. Alors, on va revenir sur ce bol de Koustanaï. Je rappelle aussi qu'on a des thèmes qui viennent d'Euripide. On avait parlé il y a 2-3 ans d'un plat d'argent, mais qui lui était en fait importé de l'Empire romain, mais qu'on a retrouvé en Bactriane, qui représente la scène du sacrifice d'Iphigénie à Aulis, d'après la pièce d'Euripide, Iphigénie à Aulis. Et voilà, ce thème semble avoir eu une certaine popularité, parce qu'on l'a très récemment identifié sur un plat trouvé en Chine qui montre Ulysse traînant la pauvre Iphigénie à l'autel où elle va être sacrifiée. Et en ce qui me concerne, sur un autre type d'objet, c'est pas un plat d'argent, c'est pas un bol d'argent, c'est une peinture murale trouvée à d'Alverzin Tepe, un site en Ouzbékistan, probablement, disons, du IIe siècle. J'ai pu identifier
un cycle de peinture qui tourne autour de la famille d'Iphigénie et représente, et dont la scène finale illustre la pièce Iphigénie à Aulis. Donc voilà, voilà l'ancêtre Léda qui donc s'appuie sur le cygne dont elle caresse le cou. Le cou du cygne a disparu, mais la position du doigt indique ce qu'elle est en train de faire. C'est Zeus qui s'est métamorphosé et dont elle va enfanter le résultat qu'on voit ici, dans les bras de la nourrice, c'est-à-dire les deux jumeaux, Castor et Pollux, qu'on reconnaît parce qu'ils ont leur bonnet pointu, qui leur sont caractéristiques. Mais outre les deux jumeaux, elle va avoir deux autres enfants qui vont être Hélène et Clytemnestre. Et Clytemnestre, alors là on saute d'une génération, va être la mère d'Iphigénie, laquelle, alors ici, voilà, cette scène représente le sacrifice d'Iphigénie, c'est cette petite fille ici. On l'identifie parce que la scène, c'est assez proche de la manière dont la scène est figurée sur des vases grecs. Ça vient d'Euripide, Iphigénie à Aulis, et le personnage qui porte un bandeau, qui porte Iphigénie, c'est pas Ulysse, parce qu'Ulysse a toujours un bonnet pointu, ça peut être le père d'Iphigénie, ça peut être Agamemnon, mais ça peut être aussi le grand prêtre Calchas, puisque l'un et l'autre ont contribué à amener Iphigénie à l'autel. Donc voilà, ici on est clairement, au moins pour la partie finale, on est dans Euripide. Alors, je ne reviens pas sur un sujet qui nous avait occupé il y a 2 ans, c'est l'illustration d'un épisode du roman d'Alexandre sur un vase d'argent de Bactriane, enfin qui s'était retrouvé au Tibet et qui montre le roman d'Alexandre en fait dans une version juive. Bien. Un objet probablement du VIe siècle. Alors, bon, il se pose évidemment la question des modèles de tout ça. C'est difficile, pour toutes sortes de raisons, il est difficile de penser que les modèles ont été uniquement iconographiques, qu'ils se sont uniquement contentés de reproduire des objets importés de l'Empire romain et de l'Empire byzantin, parce que le degré de compréhension et d'enchaînement logique indique que d'une manière ou d'une autre, ils avaient accès au texte. Voilà. Quand on voit ici Oedipe-Roi, c'est clair que l'artiste, au moment où l'artiste ou son commanditaire savait parfaitement de quoi il s'agissait, jusque dans les détails. Alors, donc, sous quelle forme écrite ces répertoires littéraires auraient pu être transmis? Bon, en ce qui concerne Homère, on pense quand même que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours eu, en Asie centrale, dans les communautés étrangères, des gens qui savaient encore réciter Homère. Pour le répertoire théâtral grec, c'est beaucoup plus problématique. Alors, est-ce qu'il se serait agi d'adaptation en langue locale? Alors, on a pensé à ce qu'on appelle aujourd'hui des prompts, des résumés qui auraient pu donc permettre aux acteurs même s'ils n'avaient pas le texte complet de la pièce, ils auraient pu permettre aux acteurs d'en jouer des extraits, de la jouer sous une forme ou sous une autre. On n'a jamais rien retrouvé de ces textes possibles. Alors, un indice assez fort, c'est qu'on soupçonne sur un certain nombre de ces objets une hybridation avec le théâtre indien, qui justement prend naissance à cette époque. Les premiers témoignages qu'on a du théâtre indien sont maintenant de la fin, je crois, du 1er siècle, et il acquiert vraiment sa maturité. Les grands chefs-d'œuvre qui nous sont parvenus, c'est à partir du 4e, 5e siècle. Alors, un indice qui avait été relevé depuis longtemps, c'est que dans les traités théâtraux indiens, on parle d'un accessoire qui est le rideau de scène.
Et le mot indien employé pour rideau de scène, c'est yavanika. Ça veut dire la chose grecque. Donc, ils auraient emprunté le rideau de scène aux Grecs. Et on a, alors ça c'est une découverte que, quelque chose que j'ai trouvé, enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs, ça a été repéré récemment. Voilà un vase de pierre du Gandhara qui montre des femmes en conversation. C'est animé, il y a peut-être un homme ici, donc on a l'impression qu'il s'agit d'une narration ou d'une pièce. Et ici, on a un rideau de scène. Alors, détail intéressant quand même, c'est que ce n'est pas une représentation d'une pièce grecque. Pourquoi? Parce que les femmes... D'abord, les personnages n'ont pas de masque, premièrement. Deuxièmement, dans le théâtre grec, il n'y a pas de femmes sur la scène. Les rôles féminins sont joués par des hommes masqués. C'est dans le théâtre indien qu'on a des actrices. Ça avait même posé un problème. Enfin, il y a une... C'est expliqué par un traité, par un passage mythologique indien. En fait, je crois que c'est le dieu Brahma qui a pris la décision que, oui, il fallait que les femmes aillent sur la scène. Et du coup, il y avait probablement des réticences, mais dans le théâtre indien tel qu'il nous est parvenu, ce sont des femmes qui jouent les rôles de femmes. Bien. Donc là, on est peut-être dans du théâtre indien devant un rideau de scène à la grecque. Ça peut être aussi, je vais revenir là-dessus, une des formes sous lesquelles le théâtre antique a pu se transmettre à l'Est, c'est-à-dire les troupes de mimes. Les mimes n'avaient pas de masque, et il y avait des femmes. Donc voilà, en tout cas, on a ici l'unique représentation iconographique, mais peu contestable, d'un yavanika, un rideau de scène indien à la grecque. Bien. Alors, je parlais des femmes. Alors, on a voilà, deux scènes qui sont des scènes de théâtre. Bon, des scènes de théâtre grec. Ici, je vais y revenir, c'est Oediproie, hein, avec Jocaste, la reine Jocaste, qui est en train d'épouser un jeune homme qui, en fait, elle ne le sait pas, est son fils, Oedipe. Et ici, c'est Phèdre qui se meurt d'amour. C'est tiré de la pièce d'Euripide, Hippolyte porte couronne. Et vous voyez que dans les deux cas, non seulement on a des femmes qui jouent les rôles de femmes, mais elles ont elles sont représentées comme des indiennes. Hein. Les canons de la beauté féminine, surtout pour celle-là, c'est pas le canon grec. Avec les hanches très larges, la poitrine volumineuse, c'est le canon indien. Alors, bon, une fois qu'on a fait ces constats, il faut faire des hypothèses. Donc, aucune ne s'impose véritablement actuellement, mais disons, bon, la recherche est quand même en train d'avancer. Alors, est-ce qu'il y aurait eu carrément des pièces qui... voilà. Oui, alors... je regarde ici... Oui. Est-ce que certaines pièces auraient pu carrément enjamber la mer? Hein, voilà, les Grecs d'Orient, les Égyptiens étaient présents dans toute une quantité de ports indiens de la côte ouest et aussi éventuellement de la côte est. C'est expliqué dans le texte du Périple de la mer Érythrée, texte grec du 1er siècle, qui montre le commerce, qui décrit le commerce qui finalement aboutissait à Alexandrie. Bon, voilà. Donc, est-ce que des pièces ont pu être échangées? Alors, on a, au moins en ce qui concerne les publics,
on a quand même on a deux indices. On sait que, par le périple de la mer Érythrée, et qu'il y avait dans ces ports, il y avait des hellénophones. C'était peut-être pas des Grecs, enfin c'est des gens qui communiquaient en grec. Bon. Et par ailleurs, à Alexandrie, il y avait des Grecs au théâtre, il y avait des Indiens au théâtre. Alors on a ce témoignage de Dion Chrysostome, du rhéteur Dion Chrysostome, qui dans les années 70-80 s'adresse au public du théâtre d'Alexandrie. Et il leur dit, et c'est un texte qui a été sous-estimé, parce qu'on a dit, oh, c'est des exagérations. Il décrit ce qu'il voit. Parmi vous, je ne vois pas seulement des Grecs, des Italiens, des gens des pays voisins, Syrie, Libye, Cilicie, et pas seulement des Éthiopiens et des Arabes de régions plus lointaines, mais même des Bactriens, des Scythes, des Perses et quelques Indiens. Alors, les Scythes, c'est sans doute pas des gens de la steppe, c'est ce qu'on appelait les Indoscythes, c'est-à-dire qu'il y avait des colonies de Scythes sur, disons, la côte au nord-ouest de la côte indienne, la région du Bas-Indus, ça doit être eux. Quelques Indiens, et tous contribuent à former le public de votre théâtre et sont assis à côté de vous à chaque occasion. Entre-temps, on a découvert dans l'île de Socotra, au large de l'Égypte, des inscriptions laissées par des marchands. Alors, il y a des inscriptions, beaucoup d'inscriptions sont indiennes et quelques inscriptions sont bactriennes. Donc, le témoignage de Dion Chrysostome est un témoignage oculaire, irréfutable. Il y avait des Indiens qui assistaient à des spectacles de théâtre grec et qui, évidemment, ensuite revenaient chez eux. Bien. Et puis, un autre indice, alors lui très fort qu'on a, c'est la découverte sur un papyrus en Égypte du fragment d'un mime, enfin donc une comédie mimée qui est en fait une adaptation burlesque d'Iphigénie en Tauride, toujours Euripide, toujours autour d'Iphigénie, qui décidément a l'air d'avoir été assez populaire. Et il se trouve que, c'est une histoire à dormir debout, la jeune fille est enlevée par des marchands, elle se retrouve en Inde, finalement ses frères, je crois, vont essayer de la récupérer et pour ça enivrent le souverain local, lequel délivre un discours. Et ce discours transcrit dans le papyrus, c'est pas du grec, c'est bourré de mots indiens. Alors évidemment, très, très déformé. Alors on discute encore. Quelle langue? Alors apparemment, il y a du sanskrit. Vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a du malayalam, qui est une langue dravidienne locale de la côte ouest de l'Inde. Alors, on ne sait pas si au départ, puisque ce mime nous est parvenu par une copie manuscrite qui a pu contenir des déformations, si au départ il s'agissait d'un discours cohérent ou bien d'un charabia faisant couleur locale, ou peut-être, on a pensé à un pidgin, une langue mélangée de marchands. Il faudrait reprendre le registre sémantique de ces mots, savoir s'il s'agit du genre de mots qu'on attend dans le discours d'un marchand ou pas. Là, la question continue à être travaillée. En tout cas, voilà deux études récentes Andrade, Drops of Greek in a Multilingual Sea, qui insistent sur donc, la présence d'hellénophones dans les ports de la côte indienne et d'Indiens en Égypte, et Monica Zinn, qui est une historienne de l'art. Je vais revenir là-dessus. Elle, c'est sur des échanges possibles de type d'acteurs comiques. Et les deux chercheurs font l'hypothèse que certaines troupes théâtrales qui se produisaient dans les théâtres grecs en Égypte pouvaient
non seulement mettait de la couleur locale indienne en employant tout un charabia, mais peut-être bien incluait des acteurs indiens, ce qui évidemment ajoutait au pittoresque de la pièce. Alors, Monique Cassin, donc je vous ai dit à chercher du côté de l'iconographie. Monique Cassin, donc, qui suppose qu'il y avait des échanges non seulement de public, non seulement de textes, mais aussi d'acteurs des deux côtés, a attiré l'attention sur un type indien bien connu qui est décrit dans les traités théâtraux, c'est le Vidushaka. C'est un brahman qui est en même temps un bouffon de cour. Voilà. Et le Vidushaka est décrit comme ayant 4 mèches qui lui tombent du sommet du crâne. Ça, c'est typique des brahmanes. Les brahmanes ont le crâne rasé avec des mèches, mais le Vidushaka, lui, il a 4 mèches. C'est vraiment précis. Et dans des images, d'autres images, ces 4 mèches peuvent prendre l'aspect de touffes de cheveux. Alors, il se trouve qu'il y a des objets, quelques objets, dans l'Empire romain, qui sembleraient se rattacher à ces types. Le plus impressionnant, c'est ce vase métallique à Cologne. Vous voyez qu'il y a une grosse mèche à l'arrière, une qui pend d'en haut, et apparemment il y aurait 2 mèches latérales. Et par ailleurs, le type physique du personnage n'est pas un type classique. Donc ça pourrait être le type indien du Vidushaka qui s'est répandu dans l'Empire romain. Et pour le type avec plusieurs touffes de cheveux, ça pourrait être représenté par cette terre cuite de Pergame qui évidemment représente un personnage grotesque et au trait peu familier. Et alors, donc voilà, connaissance possible dans le monde romain d'un type d'acteur, de personnage du répertoire indien. Alors maintenant, connaissance en Inde de personnages typiques du répertoire gréco-romain. Alors, on a fait des hypothèses. Il se trouve que le théâtre gréco-romain, ça n'était pas que des troupes jouant les grandes pièces du répertoire. Ces troupes, d'ailleurs, pouvaient aussi être itinérantes. On a un exemple qui est tout le temps cité, mais en fait, c'est le seul qu'on connaisse. C'est à la cour d'Arménie, en 53 avant Jésus-Christ, un chef de troupe qui s'appelle Jason de Tralles représente devant le roi d'Arménie et le roi Parthe une pièce d'Euripide, Panthée. Et il se trouve que dans cette pièce, il y a un personnage, on brandit la tête d'un personnage décapité. Non, en fait, c'est les bacchantes d'Euripide. Et on brandit la tête de Panthée qui a été décapitée. Et, coup de pub extraordinaire, au même moment, l'armée parthe vient de battre Crassus. Et ce que l'acteur va brandir devant le roi d'Arménie et le roi parthe, pour la tête de Panthée, c'est la tête de Crassus. Donc on a la preuve qu'il y avait des troupes qui jouaient le grand répertoire et qui pouvaient aller loin à l'est. En ce qui concerne le théâtre d'Aïranoum, que je vous ai montré la dernière fois, accueillait-il des troupes qui venaient de Grèce? Pas forcément, il devait y avoir aussi des troupes locales dont le royaume gréco-bactrien avait suffisamment de culture grecque pour entretenir des troupes locales. Alors donc, il y a ces troupes ambulantes, mais jouant du répertoire élevé, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ce qu'on appelait les pantomimes et les mimes. Alors, les pantomimes, ce sont des troupes qui jouent, c'est muet, ce sont des représentations muettes, et qui sont
principalement des mises en scène de récits mythologiques avec des gros effets scéniques. Alors, la meilleure description qu'on a d'un spectacle de pantomime, c'est dans Apulée, les Métamorphoses, fin du livre 10, où on a une description extraordinaire d'un spectacle de pantomime qui joue des scènes. Oui, voilà, le jugement de Paris, des morceaux choisis de la mythologie, le principal étant que on en met plein la vue avec des effets de scène, des fausses montagnes, des pluies d'or qui tombent sur le public, etc. Ça, c'est ce qu'on peut dire des pantomimes. Et c'était des troupes mobiles, évidemment. Et puis par ailleurs, il y a ce qu'on appelle les mimes. Alors, les mimes, c'était parler. C'était mimé et c'était parlé. Et on a là un certain nombre de textes qui en parlent, même d'inscriptions. Ils étaient véritablement omniprésents en Méditerranée orientale. Et on a par ailleurs beaucoup d'iconographie. Alors voilà, la scène la plus précise qu'on a, c'est dans une villa maintenant disparue, enfin, un columbarium d'une villa à Rome. Maintenant disparu, mais on a la copie. Alors, vous voyez le genre de répertoire. Bon, voilà. C'est de la grosse comédie de mœurs. Bien. On a rapproché justement cette peinture d'images qu'on a, récentes, de clowns de spectacles populaires en Inde, qui ressemblent beaucoup à ces acteurs de mime. Mais évidemment, là, on force peut-être un petit peu le trait parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de supposer des contacts culturels directs pour mettre des chapeaux pointus à des clowns. Ça a pu s'inventer séparément ailleurs. Voilà des images de mime. Vous voyez une gestuelle très appuyée. Ils sont parfois nus. Ils tiennent souvent des bâtons. Alors, ouais, comme ici, ça va passer au répertoire de la farce à l'époque classique, les fourberies de Scapin. Il y a tout le temps quelqu'un qui reçoit des coups de bâton. Ça remonte au mime. Alors voilà un qui tient un bâton. Et puis, ils ont des types physiques, c'est pareil, comme ce qu'on a vu précédemment avec le Vidouchaka indien, des types physiques volontairement soit étrangers, soit grotesques. Bien. Il y a à l'exposition à l'Institut des civilisations, l'exposition de Jean-Pierre Brun sur huiles et parfums dans le monde romain, on a un témoignage tout à fait remarquable de l'omniprésence des mimes et du genre de répertoire. C'est dans le couloir, dans un des couloirs, c'est pas directement sur les parfums et les huiles et le vin, ce sont des textes qu'il avait trouvés dans ses fouilles de forts romains en Égypte. Les forts qui jalonnaient la route entre le Nil et la mer Rouge, donc la route de l'Inde. Bon. Dans ces forts, on a trouvé ce qu'on appelle des ostracas, c'est-à-dire des petites inscriptions économiques ou des contrats sur des tessons de poterie. Et il y a un ostracone qui est particulièrement pittoresque parce que en fait, il enregistre, dessus est enregistrée la plainte d'une prostituée qui est sous contrat. On appelle ça une tournante. Elle est sous contrat pour aller visiter les forts de la route qui va du Nil à la mer Rouge. Et elle écrit à son souteneur, elle se plaint parce qu'elle est en fin de contrat, donc elle n'est plus payée, parce que le salaire passait par le souteneur, elle n'est pas payée directement par ses clients, elle n'est plus payée, elle veut arrêter de travailler, mais ses anciens clients ne l'entendent pas de cette oreille et veulent continuer à profiter de ses services. Du coup, elle déclenche un esclandre dans le fort. Et juste à ce moment-là, arrive une troupe de cavaliers de l'armée romaine qui croient qu'ils sont tombés au milieu d'un spectacle de mime.
Voilà. Donc, vous pouvez facilement imaginer comment ils ont pu commettre cette méprise. Bien. Bon, il faut tout de suite dire que l'hypothèse d'une influence par les pantomimes et les mimes, elle est intéressante, il y a quand même certaines objections. C'est que dans les deux cas, soit les pantomimes, soit les mimes, il y avait une composante obscène. Bon, ici, elle est assez nette avec ce personnage. Composante obscène qu'on ne retrouve pas du tout dans le théâtre indien et qu'on n'a pas non plus sur ces vases bactriens qui représentent des scènes théâtrales. Mais on sait aussi que certaines troupes de mimes, ça c'est un point sur lequel Jean-Luc Fournet a attiré mon attention et celle d'Ankadhan, certaines troupes de mimes étaient spécialisées dans le répertoire homérique, ce qui nous rapprocherait davantage de nos images. En tout cas, si on revient sur notre répertoire de vases avec cette idée dans la tête, bon, il y a des cas où l'arrière-plan théâtral est vraiment assez flagrant. En gros, bon, avec le plat, le bol représentant les scènes d'Oedipe-roi, vous voyez, les personnages parlent avec leurs mains. Il y a une gestuelle très appuyée. On n'a pas vraiment ça sur les vases grecs qui montrent des scènes tirées du répertoire théâtral où les choses sont plus statiques. Ici, on a vraiment l'image de représentation théâtrale où les personnages parlent avec leurs mains. Alors, vous voyez ici, c'est la scène 1, donc le bébé Oedipe qui est abandonné aux pieds de la déesse Déméter, mais laquelle est représentée en fait comme une déesse indienne. Hein, les bergers, lui qui regrette d'avoir abandonné l'enfant, lui qui va essayer de le nourrir. Ensuite, le meurtre de Laios, avec Oedipe qui coince avec son pied le cocher, lequel soutient Laios défaillant, parce que Laios a reçu un coup de bâton par son fils, dont il ne sait pas que c'est son fils, la veuve Jocaste qui fait une libation, et puis alors là, oui, ici, tout est dans les gestes. Là. Le serviteur de Laios, que Jocaste interroge sur les circonstances de la mort de son mari, et qui lui ment, parce que, arrivant à Thèbes, il s'est aperçu que le nouveau roi, c'était Oedipe, et c'est le meurtrier. Donc il ment à Jocaste et il obtient d'elle d'aller se retirer à la campagne, s'éloigner de la ville. Ah oui, les gestes sont extrêmement expressifs. Geste de soumission avec l'index replié, c'est le geste de soumission à l'iranienne, mais le poing fermé qui montre qu'il garde la vérité par devers lui, et Jocaste qui ouvre la main, c'est un geste de générosité. C'est parce qu'elle accepte sa requête d'aller s'éloigner à la campagne. Alors ici, forte gestuelle, d'abord, disons, une exhibition corporelle de la part de Jocaste, et Oedipe qui manifeste ses bonnes dispositions de jeune époux en lui remettant une fleur. On n'a pas du tout ça dans les images gréco-romaines. Et puis, la scène finale, le berger qui raconte toute l'histoire, qui me fait un geste sur la tête de Jocaste, geste qu'il avoue à l'enfer. Jocaste qui attrape avec sa main l'écharpe avec laquelle elle va se pendre. Et son frère Créon, qui est le nouveau roi, qui lui fait ses adieux, et Oedipe, désormais aveugle, qui maudit le soleil, c'est-à-dire Apollon, lequel a manipulé son destin. Bon, quand on voit ça, on se dit qu'on est en face d'une représentation théâtrale. Alors, on a un autre exemple beaucoup plus tardif, peut-être du 8e siècle, où là,
ça a déjà été dit d'ailleurs par Boris Marchak, ce sont des acteurs. C'est dans un palais sogdien où on a clairement des scènes, certaines scènes sont évidemment en rapport avec la naissance de Rome. Vous avez ici la Louve romaine et les jumeaux. Pour les autres scènes, c'est plus compliqué. Visiblement, il y a un enfant qui a l'air d'être sauvé. On a l'impression quand même que tout ça, ça tourne autour du récit des origines de Rome. Et ces personnages ne sont pas du tout des personnages locaux. Ils ont des robes tout à fait fantaisistes. C'est probablement une troupe d'acteurs. Mais peut-être l'exemple le plus convaincant de l'intervention de mime. Alors oui, c'est là. Ce bol qui est à l'Ermitage, qu'on appelle le bol Stroganov, où on a en fait l'image d'un banquet aristocratique qui comporte un intermède théâtral. Vous avez ici un couple qui, lui, tient une coupe, elle a fait un signe de respect. C'est peut-être une scène de mariage, en fait. Et autour d'eux, des scènes mythologiques, avec Héraclès, ici, avec sa massue. Ici, vous ne voyez pas bien, parce que les photos qu'on a ne sont pas très bonnes, mais c'est le sanglier d'Érimante, hein, c'est l'un des exploits d'Héraclès. Et puis ici, un personnage tout à fait grotesque qui s'agite. Alors, en fait, Ankadhan a identifié le récit. C'est la scène du banquet. C'est Héraclès qui est reçu par le centaure Pholos. Et ça fait partie, c'est un épisode inséré dans son exploit de la chasse au sanglier d'Érimante. On avait dit au début, oui, bon, c'est une combinaison arbitraire, voilà, les commanditaires du bol se sont représentés au milieu d'une scène mythologique, parce que pour eux c'était prestigieux, etc. Je ne pense pas du tout que c'est ça. Je pense que ce qu'on a ici, c'est réaliste, c'est-à-dire qu'ils ont commandé un spectacle. Voilà. Alors dans ce spectacle, il y a des singes musiciens qui sont typiques de l'Inde. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'hybridation qui a pu se produire entre, sur ce qu'on voit sur ces plats, entre le théâtre grec et le théâtre indien naissant. Et malheureusement, la photo n'est vraiment pas claire, mais ici, vous avez un personnage complètement grotesque qui s'agite énormément avec ses mains. C'est typique d'un acteur de mime, comme on en a vu tout à l'heure. On peut comparer. Voilà, c'est exactement ça. Bien. Alors, ce bol Stroganov est certes d'époque tardive, il est du VIe siècle de notre ère. Mais on sait que les mimes continuaient à cette époque. Les mimes gréco-romains ont survécu au paganisme. Et précisément au VIe siècle, on a un passage d'un lexicographe Hésichios, un lexicographe byzantin, qui dit, à l'article mime, il décrit ce que c'est, et il dit « Ils font de la terre entière la scène de leur art ». Donc exactement à la même époque, on a quelqu'un à Byzance qui nous dit que les mimes sont partout sur Terre, et on a un plat en Bactriane qui nous montre un spectacle de mimes. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que la recherche avance. Bien, on a des pistes qui s'ouvrent. Actuellement, on ne peut pas aller au-delà
de ce que je vous ai dit. On n'a pas ce que les Américains appellent le smoking gun, c'est-à-dire voilà, le flagrant délit, l'indice qui va absolument démontrer la vérité de ce qu'on dit. Nous n'avons pas le smoking gun, mais nous avons des petites fumerolles qui nous mettent sur la piste les diverses pistes à explorer. Alors, une fois... ah ben le voilà, donc le mime. Alors, vous voyez, il a exactement les traits grotesques qu'on avait vus tout à l'heure. Il est bossu, il est tout tordu. Et regardez avec les mains. Il lève sa main droite et là, il montre quelque chose avec ses doigts. C'est pareil, c'est un mime, c'est quelqu'un qui parle avec les mains. Bon. Alors, après ce préambule long mais nécessaire sur le grec, langue littéraire de l'Asie centrale, on va en revenir donc vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire les écrits produits par les langues d'Asie centrale elles-mêmes, dont j'avais montré ici la carte. Alors, langue principale pour notre objet, donc le bactrien, le sogdien. Le chorespien, on le laisse de côté parce qu'il n'a rien laissé de littéraire. Ici, on a le pélévi, mais qui a remplacé le parthe, comme je l'ai dit, qu'elle a une survie brillante grâce aux manichéens, y compris très à l'est. Alors, le bactrien. En bactrien, c'est assez frustrant, parce que la documentation en langue bactrienne s'est énormément accrue depuis 20 ou 30 ans, grâce à des documents épigraphiques et puis surtout aux documents d'archives publiés par Sims Williams, mais il se trouve qu'il n'y a presque rien de littéraire là-dedans. C'est pas que ça n'a pas existé, c'est que c'est le hasard de la transmission. Les inscriptions qu'on a, ce sont des inscriptions des proclamations royales. Quant aux textes qu'on est en train d'éditer, qui ont été édités et dont la moisson continue à s'accumuler, ce sont des documents d'archives, des documents économiques, de la correspondance. Il y a très peu, quelques textes littéraires, enfin, disons à caractère religieux, on a quelques prières bouddhiques, on a un texte manichéen en bactrien, un seul, mais ça montre qu'ils étaient là. On va peut-être en trouver davantage. Il se trouve que le grand pèlerin chinois Xuanzang, qui voyage dans ces régions vers 630, nous écrit qu'il parle des Sogdiens, il parle de la langue sogdienne, qu'ils écrivent, parfois de haut en bas, etc. Et quand il arrive dans l'Afghanistan actuel, il parle des Bactriens, et il dit « Ah, la masse de leurs textes est encore plus abondante que ce qu'on a en sogdienne. » Qu'est-ce qu'il a en tête? Il se peut qu'il ait en tête en fait, des traductions d'écrits bouddhiques, parce que c'est ça qui l'intéresse. Il se trouve qu'il y a dû y avoir une masse de textes bouddhiques traduits en bactrien. Il n'y a qu'à voir la masse énorme d'art bouddhique que nous ont laissé ces régions, mais il se trouve qu'on ne les a pas encore trouvés. Bien. Alors, restent les deux gros morceaux qui sont le sogdien et le parthe. La majorité des textes, la quasi-totalité des textes, de tous horizons religieux, vient de Turfan, qui est ici, et de Dunhuang, plus loin à l'est, trouvés au début du XXe siècle. Les textes de Dunhuang dans la fameuse grotte qui avait été ouverte par Orelstein, puis, disons, on ne va pas dire pillée, j'aime pas beaucoup qu'on dise ça sur lui, mais enfin, fortement prélevé par Pelliot, et c'est maintenant à Paris, à la BNF. Et puis par ailleurs, beaucoup de textes ont été trouvés dans des sites de monastères manichéens ou de monastères bouddhiques plus à l'ouest, à Turfan. Ça, c'est principalement par les Allemands et ça se trouve aujourd'hui à Berlin. On va tout de suite, de
devoir dire que deux genres qui sont attestés en Iran pré-islamique ne sont pas du tout attestés en Asie centrale. L'un de ces genres, c'est le roman. Alors, il se trouve qu'en Pélévi, on a un roman. C'est le roman d'Ardashir, le fondateur de la dynastie. C'est véritablement un roman. On n'a pas l'équivalent en parthe ni en sogdien. Il y a certainement eu des versions partielles du roman d'Alexandre. Mais pour le moment, on ne les a pas trouvées. Et puis, autre répertoire qui n'est pas du tout attesté, c'est la chronique historique. Alors, vous me direz, bah oui, en Iran pré-islamique, on ne les a pas non plus, les chroniques historiques. Oui, mais d'une certaine façon, on les a, parce qu'elles sont passées dans l'historiographie arabe et persane. Le livre des rois, le Shahnameh, c'est l'aboutissement d'un genre qui a existé dans l'Iran sassanide. On n'a rien de tel en Asie centrale. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais peut-être que l'absence d'une monarchie continue, la fragmentation politique, n'a pas encouragé la production de ce type de littérature. On a quelques textes à caractère historique, en parthe et en sogdien, ce sont des histoires de l'Église manichéenne. Mais on a aussi des histoires d'Église chrétienne, mais ça c'est traduit. Les histoires de l'Église manichéenne, genre extrêmement sec, sans vertu littéraire, passionnant pour les historiens du manichéisme, mais c'est très sec. Alors, quelque chose qui non plus n'a pas survécu, mais qui n'a pas survécu beaucoup non plus en Iran, c'est la poésie lyrique profane. Mais là, on est sûr qu'elle a existé. L'examen des peintures auxquelles nous nous livrerons dans les séances suivantes le prouve de manière tout à fait abondante. Et on a des témoignages extérieurs. Hein. Pour l'Iran, la littérature parle, la littérature d'époque islamique mentionne abondamment les bardes, les ghossan, qui étaient donc des poètes musiciens qui exécutaient eux-mêmes leurs œuvres. On a des noms, on a des titres d'œuvres qu'ils ont composées. Et puis, du côté sogdien, on a des témoignages chinois qui nous disent les Sogdiens sont des gens vraiment joyeux. Sur les routes, ils chantent et ils dansent. Bon. S'ils chantent, c'est qu'ils avaient quelque chose à chanter. Donc il y avait des chansons. Qui dit chansons dit poèmes. Les Chinois aussi parlent dans la capitale de peuples de l'Ouest qui racontent des histoires dans un sanskrit mal prononcé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraisemblable. Alors là, c'est sans doute en fait le coup de chien. Il s'agit probablement pas des Sogdiens, il s'agit des Koutchéens. Je vous ai dit, c'est une langue indo-européenne mais non iranienne. Et il se trouve que la musique koutchéenne était particulièrement appréciée à la cour de Chine. Donc ce n'est pas un témoignage qu'on peut sans doute mettre à l'actif des Sogdiens ou des Bactriens. Alors, il y a eu... on n'a pas véritablement retrouvé la poésie lyrique, mais je vous ai donc déjà dit qu'on a vu des exemples au début. Il y a de la poésie religieuse, et poésie religieuse manichéenne. Et l'étude de cette poésie a permis de faire des découvertes qui vont au-delà de son intérêt propre, parce que ça a permis de reconstituer la versification. Et cette versification, certainement, n'était pas propre qu'à la poésie religieuse. C'était la versification de toute la poésie. Alors, la versification, les premiers progrès, ça a été la reconstitution de la versification parthe, d'après ces textes dont je vous en ai lu un au premier cours, le Huyadagman, qui est la lamentation d'une âme. Bien.
probablement en dialogue. C'est le texte que j'ai comparé au bateau ivre. Il se trouve que mon maître Gilbert Lazare il y avait eu des intuitions sur le caractère rythmé, partiellement rimé de ces poèmes par Mary Boyce, Henning, etc. Mais Gilbert Lazare, qui avait un sens extrêmement aigu de la poésie, puisqu'il composait lui-même des poèmes. Il y a un très beau poème qu'il a composé sur les archéologues. L'archéologue hésite, car les siècles effacent, et les traces des sites, et les sites des traces. Voilà. Ça, c'était Lazare. Et il a, dans un remarquable article, peu cité, parce que c'est en français, il se trouve qu'il en a fait une version plus courte en anglais dans l'Encyclopédia Iranica, mais l'article à voir, c'est celui-là, La métrique de la poésie parte, où il a repris ce texte en isolant donc les hémistiches. Et les hémistiches sont déjà isolés par le manuscrit, indiqués par le manuscrit, en reconstituant la longueur des syllabes. Voilà, on a la césure et donc ce sont des distiques, vous voyez, tac, 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 et au milieu, il y a la césure, le slash indique les mystiches. Et il a montré que c'est pas indiqué graphiquement sur ce texte, mais il a montré qu'il y avait un système régulier d'accent. Ce qu'il faudrait en fait, je ne vais pas me ridiculiser à lire ce texte en part, mais il faudrait le faire lire par un iranophone qui n'aurait aucune difficulté, à mon avis, à le prononcer correctement, et puis surtout à le rythmer comme il faut, et à retrouver exactement à quels endroits tombent les accents. Alors, ça, c'est les premiers progrès, ça a été sur la versification part, et ensuite, on a progressé en retrouvant partiellement la versification sogdienne. Alors, ce qui a aidé, c'est qu'il y a des bilingues. Vous voyez, le texte de cet ensemble de lamentations, là, le Rouya d'Agmon, voilà un passage, donc, ça c'est dans un article de Pavel Lourier qui fait le point sur la question de la versification sogdienne. Voilà, ça c'est le part, ça c'est le sogdien. Donc, vous avez, c'est le même texte, mais traduit en sogdien. Et ce qui est intéressant, c'est que traduit en sogdien, il y a davantage de syllabes et il y a donc davantage d'accents. Et on voit que la moyenne, ça avait l'air d'être 2 accents pour un hémistiche part et 3 accents pour un hémistiche sogdien. Ça a l'air de marcher, ça ne marche pas toujours, mais ça marche dans un certain nombre de cas. Alors, bon, je vous passe le détail. Comment est-ce qu'on repère les syllabes accentuées? Ce sont des questions de... c'est lié aux survivances des anciennes déclinaisons, ce qu'on appelle les thèmes lourds, les thèmes faibles. Les philologues arrivent à savoir quelles syllabes pouvaient être accentuées. Donc, voilà ce que Lourier a pu trouver sur la versification sogdienne, et il a pu étendre ses conclusions à des textes qui ne sont pas religieux et dont on va être amené à parler plus tard. Voilà le fameux fragment des aventures de Rostam contre les démons du Mazendéran, et ce ne sont pas des systèmes de 3 accents, ce sont des systèmes de 2 accents qu'il a reconstitués. La traduction. On va reprendre ce texte complètement, mais plus tard, parce qu'il se trouve que pour ce texte, on a des images
dans les peintures de Penjikent. Mais donc voilà ce qu'il a réussi à proposer en donc, transcrivant la prononciation du sogdien est connue de manière moins claire que la prononciation du parthe. Parce que pour le parthe, on est quand même à proximité du persan, et le parthe, comme je l'ai dit, a légué beaucoup de mots au persan. Pour le sogdien, c'est quand même plus compliqué, et puis je dois dire que ça devait être nettement moins joli à entendre. Voilà, la reconstitution des accents et la traduction. Oui, alors là c'est un texte religieux, mais pas un poème. C'est un long texte narratif édifiant, dont il a également reconstitué la structure. Là c'est pareil, il arrive à un système de 2 ou 3 accents par hémistiche. Voilà. Donc, on voit très bien que ce système prosodique n'était pas limité qu'à des textes religieux. C'était le rythme de la poésie, et puis il y avait sans doute un genre intermédiaire entre la poésie et la prose, une sorte de prose psalmodiée, rythmée. On a des indications pour ça. Bien, ça va en fait, c'est quelque chose que je vais aborder dans le prochain cours, ainsi que les hypothèses qui ont pu être faites sur l'héritage de ce système poétique qui a pu passer dans la poésie persane. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.